Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Il y a un an, le groupe communiste était à l'initiative d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Le 23 avril dernier, les sénateurs communistes ont souhaité à nouveau débattre en séance publique de l'efficacité des conventions fiscales internationales. Pour le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, il s'agit souvent d'un double système de non-imposition conseillé par l'ingéniosité d'avocats fiscalistes. Alors ce matin, retour sur cette séance. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle le débat sur l'efficacité des conventions fiscales internationales, à la demande du groupe CRC. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Éric Bocquet, pour le groupe CRC. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre sentiment est partagé à l'ouverture de ce débat en séance ce soir. En effet, c'est à la demande de notre groupe que ce débat a lieu. Aussi, compte tenu de l'importance du sujet et de l'actualité très riche de ces dernières semaines, nous aurions pensé qu'un débat aussi essentiel que celui-ci eût pu se tenir en prime time, comme on dit, à une heure de grande écoute, mais l'essentiel n'est pas là. Il faut bien le dire, l'échange aura bien lieu ce soir. Nous avons vu de nombreuses conventions fiscales passer par notre Assemblée et la question de leur efficacité s'est régulièrement posée avec force. Le rapport récent de l'OCDE sur la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices, abordant les conventions fiscales dont l'objet essentiel est d'éviter les doubles impositions, se révèle être en fin de compte un système performant de double non-imposition, mettant ainsi en évidence toute l'ingénierie et le savoir-faire des cabinets de conseil et autres avocats fiscalistes. Ainsi donc, Monsieur le Ministre, nous avons quelques questions à vous poser, quelques suggestions à vous formuler et quelques demandes à vous adresser. Le débat qui nous réunit porte sur les conventions internationales et leur efficacité pour lutter contre l'évasion fiscale. Il faut partir de ce que sont les conventions internationales, c'est-à-dire de leur rôle de vecteur, de véhicule, de la normativité internationale en matière de fiscalité. D'emblée, cette identité ne leur assure pas toutes les chances de succès. Le droit international n'est pas le plus puissant des droits. Fruit de compromis, il est mité et souvent mal sanctionné, ce qui, évidemment, peut nuire à son autorité. Mais enfin, ces faiblesses n'empêchent pas de le préférer aux solutions où la force pure ne s'embarrasse pas de prendre le détour du droit négocié. Il faut en réalité envisager trois grandes catégories de conventions. Certaines sont bilatérales, certaines autres sont multilatérales, selon l'objet de chacune. Nous avons d'abord les conventions fiscales internationales, qui sont l'équivalent dans l'ordre international de notre législation fiscale interne. Il y a ensuite les conventions d'entraide ou d'assistance judiciaire qui forment une sorte de mélange de code pénal et de code de procédure pénale entre les États, qui peut évidemment trouver à s'appliquer en matière de délits fiscaux. Et enfin, nous avons un réseau conventionnel un peu balbutiant, mais probablement appelé à jouer un rôle de plus en plus essentiel si les États acceptent de s'affranchir de la tutelle des établissements de crédit qui tourne autour de ce champ hier presque vierge, aujourd'hui à peine labouré qu'est la lutte contre le blanchiment. Chacun de ces instruments qui devraient contribuer à un ordre fiscal juste est très souvent un échec. Les conventions fiscales internationales, au sens strict, répartissent la souveraineté fiscale, ou du moins tentent de le faire, car il faut tenir compte du comportement des contribuables les plus indélicats qui s'entendent à en déjouer la portée. Elle fixe l'attribution du droit d'imposer et prévoit les moyens de consolider le droit de chacune des parties au traité via des procédures de gestion administrative de l'impôt. Dans ces procédures de sécurisation du droit, l'échange d'informations joue un rôle non exclusif mais essentiel. Ces conventions, généralement bilatérales, sont encadrées par des conventions multilatérales qui fixent un certain nombre de principes portant sur les deux volets: la répartition du droit d'imposer, la gestion des relations entre administrations fiscales. Pour en appliquer les dispositifs, les deux aspects de ces conventions sont bien sûr importants.
La répartition du droit d'imposer engage notre capacité à défendre la souveraineté fiscale de la France. Cette dimension de notre diplomatie économique a fait surface pendant la campagne des dernières présidentielles. Les deux candidats qualifiés pour le second tour avaient annoncé une renégociation plus ou moins étendue des conventions bilatérales. Le candidat finalement élu avait souhaité renégocier quelques conventions avec la Belgique, avec la Suisse notamment. Où en sommes-nous, Monsieur le Ministre? Par ailleurs, avez-vous entrepris de remédier aux situations de double non-imposition? Quel diagnostic pouvez-vous nous présenter à ce sujet? Et pouvez-vous nous présenter votre programme de négociation pour porter remède à ces situations? Enfin, nous serions bien intéressés de pouvoir disposer d'une évaluation nous permettant d'apprécier les effets fiscaux des régimes dérogatoires par rapport au modèle de convention de l'OCDE offert à certains pays et également de pouvoir vérifier si les contreparties économiques de ces cadeaux ont toujours été au rendez-vous. Nous nous permettons de suggérer, Monsieur le Ministre, de procéder à l'évaluation des conditions dans lesquelles les intérêts financiers publics sont défendus par l'économie des conventions fiscales. Cette évaluation devra être réalisée convention par convention et faire l'objet d'une synthèse permettant d'élaborer une véritable stratégie fiscale internationale. Nous sommes demandeurs d'une communication des résultats. Sur l'autre volet, la gestion administrative de l'impôt et en particulier du contrôle fiscal, autant le dire tout de suite, nous entrons ici dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans une vaste invraisemblance qui voit le bouclier se transformer en arme d'autodestruction particulièrement perfide. Il faut évidemment mentionner ici le rôle de l'OCDE. Cette organisation des pays développés a été chargée par le G20, le fameux G20, qui a supprimé par décret, souvenez-vous, les paradis fiscaux en 2009, chacun le sait, de lutter contre les États non coopératifs en procédant à un examen par les pairs des conditions dans lesquelles les pays s'appliquent à jouer le jeu de la transparence fiscale. Dans le processus du Forum mondial, les conventions fiscales ont été instrumentalisées pour permettre aux pays non coopératifs d'échapper à ce que les Anglais appellent le naming and shaming, nommer et jeter la honte sur les gens. Tout ceci s'est déroulé sous les auspices et avec la bénédiction des États de l'OCDE. Combien de pays inscrits sur la liste noire des paradis fiscaux ont-ils pu en sortir par la simple signature de conventions fiscales avec des États aussi peu scrupuleux qu'eux? Quel a été le prix payé aux îles Féroé ou à Andorre pour avoir accepté de signer les conventions fiscales avec les îles Caïmans afin que celles-ci sortent de la liste? Il faut nous le dire, Monsieur le Ministre, et il faut que vous plaidiez à l'OCDE pour qu'au minimum il soit mis fin à cette imposture. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, si les listes des paradis fiscaux se vident, les listes des contribuables disposant de comptes dans ces juridictions ne cessent d'enfler. J'y reviendrai. Commençons par faire le ménage chez nous, c'est-à-dire en Europe et en France. Combien de temps encore devrons-nous supporter que l'Autriche, la Suisse, le Luxembourg trichent? Combien de temps encore devrons-nous tolérer que la France vide sa liste des États non coopératifs, désarmant au passage les trop rares et faibles instruments anti-évasion de notre législation fiscale? Monsieur le ministre, combien de demandes d'assistance administrative avez-vous adressées à vos homologues dans le monde? À qui et pour quels résultats? Je voudrais vous dire notre satisfaction que la France ait tourné le dos à la tentation de signer les accords Rubik par lesquels la Suisse a entendu acheter la paix fiscale, si je puis dire. Nous avons été très inquiets et j'ai personnellement été interviewé par des journalistes helvétiques avec mes collègues de la commission d'enquête sur place sur des rumeurs de ralliement de la France d'après mai 2012 à ses sirènes, ou devrais-je dire à ses corps des Alpes. Rubik, ce n'est rien d'autre qu'une amnistie fiscale. Excusez le lapsus. Il est tard. Il n'empêche que nous aimerions connaître quelles initiatives ont été prises au nom de la France devant l'attitude de certains de nos partenaires dans l'Union européenne qui pratiquent une duplicité tout à fait inadmissible, signant d'une main ce que de l'autre ils déchirent. Il est de plus en plus question d'un FATCA européen devant ce que d'aucuns voient comme la faillite des conventions bilatérales. Pourquoi pas? Une piste peut-être intéressante. Mais ne nous leurrons pas, le FATCA européen, pour exister, devra être adossé à une ferme volonté politique qui fait manifestement défaut dans cette Europe où la concurrence fiscale s'étend à la lutte contre les paradis fiscaux. Par ailleurs, ne soyons pas trop naïfs, le FATCA des États-Unis ne nous fera aucun bien. Au demeurant, que ne l'applique-t-il au Delaware ou au Wyoming, nos amis américains?
Je vous suggère, Monsieur le Ministre, de lancer au plus vite vos services de la Direction générale du Trésor sur les effets de cette opération sur les flux de capitaux dans le monde. Ils pourront utilement s'inspirer de l'étude de Zuckman et Johansen sur l'impact des conventions fiscales. Je ne résiste pas à la tentation d'en citer une des conclusions. Le durcissement des conventions avec un pays, la Suisse par exemple, se traduit par le déplacement des fonds, non vers le pays qui a obtenu le durcissement, mais vers d'autres contrées de l'offshore, Singapour par exemple. Étant donné les mesures annoncées ici ou là en Europe, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de faire en sorte que les flux de capitaux entrants et sortants des pays de l'Union européenne et de ses partenaires soient surveillés et contrôlés avec la plus extrême vigilance, moyennant quoi nous sommes évidemment très favorables à un échange automatique d'informations, le système actuel étant totalement inadapté, comme nous l'avait remarquablement exposé M. Van Riebeeck à la mission du contrôle fiscal l'an dernier. J'en viens donc à une question qui est particulièrement inquiétante, comme vous le savez parfaitement, Monsieur le Ministre, celle des conditions dans lesquelles les conventions fiscales sont appliquées concrètement. Lors des travaux de notre commission d'enquête sur l'évasion fiscale internationale, nous avons pu être alertés sur les difficultés présentées par la mise en œuvre effective de conventions conclues avec des pays qui vont jusqu'à dénoncer les accords conclus avec la France. Je relève au passage que les motifs de certaines dénonciations sont intéressants et pourraient être utilement médités pour résoudre le très intéressant problème de la légitimité du droit d'imposer. Je songe en particulier au Danemark et à la question de l'imposition des revenus différés. La question est de savoir où nous en sommes des litiges qui nous opposent avec nos co-contractants et si, en particulier, en matière de prix de transfert, nous parvenons à faire réellement prévaloir le droit. Au-delà, me référant à l'actualité, mais n'oubliant pas des dossiers plus anciens dont nous avons pu prendre connaissance, je voudrais vous poser quelques questions précises qui illustrent un problème de gouvernance auquel notre commission d'enquête sénatoriale avait souhaité apporter une solution en préconisant notamment comme première mesure la création d'un haut commissariat à la défense des intérêts financiers publics qui aurait pu être le garant de la transparence de ces procédures. Première question, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer les raisons pour lesquelles la convention fiscale bilatérale entre la France et la Suisse a pu aboutir à se former de la situation de fortune de M. Cahuzac une représentation si fausse que le ministre de l'économie s'est dit, entre guillemets, utilisé, tandis qu'un journal d'une incroyable complaisance a pu titrer sur le blanchiment, mot doublement malheureux, en l'occurrence concernant la personne impliquée. Nous aimerions d'ailleurs avoir quelques précisions sur le sens de ces propos, Monsieur le Ministre, car nous vous confions ne pas être tout à fait rassurés qu'un ministre de l'économie et des finances avoue avoir été utilisé. Nous ne percevons que trop combien les monétaristes de tout poil, les partisans du démantèlement de l'État social, les adeptes de la précarisation des salariés vous utilisent pour placer la France dans la spirale de la déflation, du chômage et de l'appauvrissement. Deuxième question, Monsieur le Ministre, sur les traitements très énigmatiques qu'a pu recevoir le listing remis par M. Hervé Falciani à la justice de notre pays. Je veux parler de la très mal nommée liste des 3000. Le rapport de notre commission d'enquête comportait un certain nombre de questions auxquelles, à ce jour, nulle réponse n'a été apportée. Or, le parcours de cette liste, tel que relaté par plusieurs acteurs de ce dossier, est particulièrement intrigant. Si je peux être bref, je rappellerai que voilà une liste communiquée à l'administration fiscale dont celle-ci nous dit qu'elle n'a été en aucune façon exploitée. C'est étrange puisqu'elle laisse supposer l'existence d'un très grand nombre de contribuables fraudeurs. Finalement, par l'intermédiaire du procureur de Nice, qui dispose d'informations cryptées, la liste arrive sur le bureau de l'administration fiscale. Celle-ci indique avoir identifié 3000 titulaires de comptes, mais quand même 8000 occurrences. Le procureur s'étonne, car les services techniques à qui il avait confié les données informatiques indiquent qu'elles auraient rempli un train de marchandises. Même avec 8000 occurrences, c'est plutôt une mobilette, éventuellement un triporteur, à quoi on a affaire. L'administration fiscale nous dit avoir laissé tomber la liste de l'informateur pour privilégier celle du procureur. Le procureur nous dit qu'il n'y retrouve pas ses petits et suggère que quelque chose s'est passé au niveau des services techniques, soit de l'IRCGN, soit du service de la douane judiciaire. Nous avons demandé qu'une enquête administrative soit ouverte à ce propos. L'a-t-elle été? Un autre témoignage compte beaucoup. Le procureur nous indique, je cite, « En réalité, M. Falciani, pour des raisons qui m'échappent encore, nous a livré par bribes ce qu'il détenait.
avant que l'autorité judiciaire n'aille chercher ces données. Je l'ai su plus tard, il semble que des tractations aient eu lieu avec les services fiscaux, ce qui n'est pas peu dans ce dossier. Fin de citation. Ce n'est en effet pas peu. Avez-vous, Monsieur le Ministre, fait vérifier l'existence de telles tractations? C'est assez crucial, car on peut facilement imaginer leur objet. La liste transmise au procureur, malgré son volume, n'avait-elle pas été quelque peu arrangée? Telle est la question. Enfin, sur cette affaire, nous voudrions savoir si le fisc français a été aussi diligent que son homologue britannique, dont nous savons très bien qu'il a récupéré beaucoup plus de recettes fiscales que nous n'avons pu le faire, ou si nous nous situons plutôt du côté de la Grèce, où ce fameux listing a conduit à mettre en cause l'un de vos homologues, M. Papakonstantinou, accusé d'avoir en son temps tronqué la liste HSBC. Arrivé à ce stade de mon intervention, je ne dirai que quelques mots des conventions d'entraide judiciaire et de leur fonctionnement dans le champ fiscal et des conventions concernant la lutte anti-blanchiment. S'agissant de l'entraide judiciaire, les témoignages recueillis par notre commission d'enquête sont très inquiétants. Si l'entraide judiciaire fonctionne parfois bien, souvent aussi très mal, en particulier le Royaume-Uni paraît des plus réticents à fournir la moindre information, alors même que ce pays se prétend à la pointe de la lutte contre le terrorisme international. Où en est le projet d'un parquet financier européen? J'ai compris que M. le Président de la République souhaitait renforcer le bras judiciaire de la lutte contre le blanchiment en France. Nous lui suggérons d'étendre un peu son horizon à cette Europe de l'ombre, qu'il est beaucoup plus urgent de rendre transparente que le parc de vélocipèdes de tel ou tel ministre. Je vous remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Marie-France Beaufils pour le groupe CRC. Je suis un peu moins grande quand même. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission d'enquête créée l'an dernier sur proposition du groupe communiste républicain et citoyen a eu un retentissement certain et l'un des effets, avec quelques affaires qui ont été ensuite révélées, c'est d'avoir fait mesurer l'ampleur du problème posé, la profondeur des pertes occasionnées par la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale pour le budget général. Le montant, rappelons-le, se chiffre en dizaines de milliards d'euros et représente à peu près l'équivalent du déficit budgétaire. Le journaliste de La Croix, Antoine Peillon, qui a appelé son livre « Les 600 milliards d'euros qui manquent à la France », a bel et bien situé l'enjeu. Dans les méandres de la finance internationale, dans cet hydre de Lerne de la spéculation, la France et l'Europe laissent filer des centaines de milliards d'euros de ressources financières disponibles, alors même que les économies des pays de l'Union ont besoin de ces sommes pour faire face à leurs actuelles difficultés. La spéculation comme la fraude en étant pour une part décisive, responsable. Là est clairement l'enjeu, où la lutte contre la fraude fiscale est lancée en grande envergure et nous connaissons chaque année un redressement des comptes publics et un élargissement des capacités de financement de la dépense publique comme de la réduction des impôts, ou bien ce ne sera pas le cas et nous continuerons préoccupés par le taux de chômage, inquiets de voir progresser encore les inégalités sociales, inquiets de constater que des millions de nos compatriotes n'ont plus ou pas de logement et que la part des jeunes en échec scolaire progresse sensiblement. La découverte de l'existence des paradis fiscaux n'est pas nouvelle et n'a pas attendu la crise financière de 2008 pour se manifester avec un certain éclat. Un paradis fiscal, rappelons-le, n'est pas nécessairement le paradis pour tous. Territoire tropical le plus inégalitaire possible, comme peut être, par exemple, les Philippines, où une oligarchie limitée se partage le pouvoir depuis de longues années, peut être un paradis fiscal idéal pour les ménages les plus aisés et les entreprises les plus profitables, tout en restant un enfer pour la grande majorité de la population. Nous avons, avec Saint-Martin, un exemple intéressant de ce qu'est un paradis fiscal. La partie française de l'île étant devenue une collectivité territoriale, ne s'y applique plus qu'un code général des impôts adapté, entre guillemets, aux spécialités locales, tout en restant inspiré, toujours entre guillemets, par le code métropolitain. La première décision de l'Assemblée de Saint-Martin
quand il s'est agi d'adapter ce code, a été de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. On peut douter que cet impôt ait constitué alors la première préoccupation des résidents. En 2007, le revenu moyen des habitants de Saint-Martin était inférieur à 7 400 € et 8,4% seulement des contribuables étaient habilités à payer une cotisation. Autant dire que la décision de l'Assemblée territoriale ne concernait qu'une infime minorité des habitants de l'île. Cet exemple tiré de notre territoire permet de bien montrer ce qu'est la logique du paradis fiscal. Faire échapper certaines ressources aux rigueurs de l'impôt et faire en sorte qu'il s'agisse des gros patrimoines, de revenus aisés et de capitaux importants. L'exemple de la Suisse, souvent cité pour ce qui est du paradis fiscal, parle tout seul de ce point de vue. Être travailleur frontalier en Suisse, quand on réside en France, peut s'avérer une opération coûteuse au plan fiscal, eu égard au dispositif de retenue à la source en général pratiqué par les cantons suisses sur les revenus du travail. Exemple parmi d'autres, la petite commune d'Ornex, dans le pays de Gex, abrite une population dont le revenu fiscal moyen est supérieur à 40 000 € annuels. Mais le rendement de l'impôt sur le revenu français s'y établit à 4,3% des revenus déclarés, un pourcentage inférieur à celui de la Seine-Saint-Denis. Motif : une bonne partie des actifs d'Ornex travaillent en Suisse et leurs revenus, étant soumis aux règles locales de retenue à la source, se retrouvent en général fort peu imposés en France, la convention fiscale prévoyant de défalquer l'impôt déjà acquitté en Suisse de celui qui serait exigible au barème français. Rien à voir cependant avec le fameux forfait fiscal qui ne profite pour sa part qu'à des revenus et patrimoines fort élevés et dont les règles sont bien moins dures pour les expatriés français que pour les frontaliers. Le forfait fiscal se fonde, rappelons-le, sur la dépense réalisée en Suisse et pour l'entretien de sa personne et de sa maison, y compris à l'étranger, par le contribuable français. Cette dépense doit constituer 7 fois la valeur locative ou le loyer de la résidence occupée sur les territoires des cantons suisses pratiquant encore ce système. Ce dispositif, en cours de suppression suite à plusieurs initiatives populaires suisses, permet ainsi à de riches hommes ou femmes d'affaires français retraités de disposer d'un logement très confortable en Suisse sans que le prix de celui-ci ne leur occasionne cependant une charge trop élevée. Les quelques milliers de forfaits fiscaux pratiqués en Suisse rapportaient en moyenne, dernier chiffre connu, 120 à 125 000 francs suisses aux administrations cantonales concernées, chiffre sans commune mesure évidemment avec les pertes fiscales occasionnées au pays d'origine, eu égard au patrimoine et aux revenus dont disposent ces heureux bénéficiaires. Je n'ai pas cité des exemples en lien avec les plus récentes conventions fiscales signées par la France, mais pris celle actuellement en débat, c'est-à-dire la convention franco-suisse. Pour autant, compte tenu que nous avons débattu depuis 2008-2009 d'une bonne vingtaine de conventions, dont la très critiquable convention avec le Qatar, nous pourrions fort bien nous interroger sur l'efficacité réelle de ces conventions. Combien de procédures d'échange d'informations en ont découlé? Pour quels résultats? Pour parvenir, le moment venu, à l'essentiel. La France n'a pas à suivre aveuglément, nous semble-t-il, les recommandations de l'OCDE et même du GAFI, organisme qui en découle, quant à la transparence financière. On peut même penser que le travail de la nouvelle commission d'enquête dont nous avons demandé la constitution mettra en évidence le rôle complexe du secteur financier dans ces processus d'évasion de capitaux vers des cieux fiscaux plus cléments. Nous devons, en qualité de pays majeur dans le concert international, faire valoir notre approche de la transparence des mouvements financiers en nous positionnant clairement au premier rang de la lutte contre la fraude et la dissimulation fiscale, mettant en question à la fois les listes avantageusement établies de territoires dits coopératifs et les opérateurs financiers notamment qui continuent à y exercer des activités. Nous pourrons ainsi nous demander
ce que devient la loi 2010-845 relative à la Convention entre la France et le gouvernement des îles Caïmans. Ce petit territoire où 350 personnes gèrent un total de fonds équivalent au quart de ce qui est géré à la City de Londres. C'est donc à une approche critique des conventions passées, à un reclassement précis des pays à raison de leur transparence réelle et à des changements de pratique de nos établissements financiers que nous appelons au terme de cette discussion. Le rôle de l'impôt dans notre démocratie est bien la participation de chacun à l'intérêt général selon ses capacités. C'est ce que nous rappelle la Constitution. C'est ce qui fonde notre volonté que cette lutte contre la fraude fiscale soit une priorité du gouvernement et qu'il s'en donne les moyens. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, quand vous cherchez sur un moteur de recherche convention fiscale internationale, après quelques chroniques, après quelques revues de jurisprudence, vous tombez immédiatement sur ancien inspecteur des impôts, avocat fiscaliste. Ce que je veux dire par là, Monsieur le Ministre, c'est que dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est la guerre de l'obus et du blindage, c'est la guerre du gendarme et du voleur. Le voleur court plus vite, est mieux doté, mieux armé, mieux préparé, mieux conseillé. Le sujet du jour qui nous est proposé par nos collègues du groupe CRC fait suite à la commission d'enquête sur laquelle nous avons travaillé assidûment et précède le travail que nous allons débuter bientôt. L'objet initial des conventions fiscales, vous le savez, c'est prévenir la double imposition, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ainsi que le blanchiment, à vos souhaits, faciliter la coopération internationale au niveau des administrations fiscales et douanières, et évidemment organiser la coopération entre les différents parquets. D'emblée, puisque nous sommes entre nous, ce sujet n'a pas eu l'air de passionner les foules, les conventions fiscales internationales ne sont pas les outils les plus efficaces contre la fraude et l'évasion. Pire, notre réseau de conventions n'est pas cohérent et génère parfois lui-même les outils de l'évasion fiscale. La question des prix de transfert est de ce point de vue une caricature. Pour éviter la double imposition, ces conventions deviennent les outils de l'évasion fiscale. Les prix de transfert, on ne s'en lasse pas. On trouve en droit interne la définition à l'article 57 du Code général des impôts. Pour l'OCDE, les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées d'un même groupe résidant dans des États différents. Il suppose le passage d'une frontière. Il s'agit finalement d'une opération d'import-export au sein d'un même groupe. Le commerce intergroupe représenterait, d'après les estimations que nous avons recueillies dans notre commission d'enquête, 70% du commerce international. Sur la base d'une étude des économistes Pat et Zanovic portant sur le commerce extérieur des États-Unis, la perte fiscale américaine résultant de ces transferts serait évaluée en 2001 à 53 milliards de dollars et pour la France 23 milliards, soit 1,24 de notre PIB, peu ou prou le budget que nous mendions pour notre défense nationale, qui est d'1,5 du PIB, Monsieur le ministre du Budget, comme vous le savez. Je vais vous prendre quelques exemples, ce sera sûrement plus parlant. La société suisse Glencore, qui est une société minière implantée en Zambie, fait perdre à ce pays pratiquement 200 millions de dollars. Première triche, surévaluation des coûts de production. Deuxième triche, sous-évaluation des volumes de production. Troisième triche, manipulation des prix de transfert, le cuivre produit étant systématiquement vendu à la maison mère en Suisse à un prix inférieur au marché. Deuxième possibilité, une brasserie implantée au Ghana et qui n'a pas évidemment 160% de taxes d'assises à supporter. Monsieur le sénateur du Nord sait de quoi je parle. Dans un rapport publié en 2010, ActionAid démonte le schéma des versements réalisés par ces brasseries africaines. L'enquête a permis de dénoncer les manipulations suivantes. Donc la brasserie qui est située au Ghana. Première triche, redevance en échange d'utilisation de marques situées aux Pays-Bas
manque à gagner pour le Ghana, 250 000 $. Triche numéro 2, versement pour frais de gestion à une filiale située en Suisse. Perte pour le Ghana, 200 000 €. Troisième triche, enregistrement des services d'approvisionnement à l'île Maurice. Perte pour le Ghana, 780 000 €. D'autres exemples sont aussi typiques de l'inefficacité de nos conventions internationales. Des rasoirs en provenance des États-Unis à 113 $, des seringues hypodermiques venant de Suisse à 140 $, ça fait quand même très cher, et je voudrais attirer l'attention de certains de nos collègues, nous sommes peu nombreuses, mais je vous signale quand même qu'on trouve avec ces méthodes des diamants naturels pour 13,45 $ le carat. Très franchement, c'est intéressant. Quant à M. Chavignaud, qui a été entendu par notre commission, il nous explique que les douanes américaines ont relevé des seaux de plastique venant de Tchéquie, en passant par plusieurs paradis fiscaux, à 1 000 $, ce qui est quand même cher, mais pour un seau en plastique de qualité. Et je vous renvoie au rapport de notre commission d'enquête dans les pages 68 et suivantes. Et encore plus intéressant, des missiles sortis des États-Unis à destination d'Israël, passant par plusieurs paradis fiscaux, arrivent en terre promise à 50 $. À ce prix-là, vous et moi envahirions l'Iran. Donc, je ne vous parle évidemment pas des bananes que chacun connaît, puisque là aussi, les prix de transfert font qu'il ne reste que 20% du montant dans le pays de production, 80% passant dans les paradis fiscaux. La Cour des comptes évoque ce sujet dans son rapport relatif à la division des vérifications nationales et internationales, et vous comprenez bien qu'avec de tels profits, le système que la sous-direction du contrôle fiscal offre aux entreprises françaises est peu usité. En effet, ce service propose aux entreprises de sécuriser juridiquement le prix de transfert, c'est-à-dire de le faire agréer par notre administration. Le succès est mitigé puisqu'on a à peu près 20 accords par an, ce qui est quand même assez peu compte tenu du nombre de prix de transfert qui circulent en France. Les contrôles sont quant à eux tout à fait minimes. L'administration, néanmoins, de Bercy, que le monde entier nous envie, ne reste pas inactive. La DGFiP a développé des coopérations bilatérales, des conventions de jumelage avec appel d'offres sur l'Algérie, l'Albanie, le Cameroun, la Croatie, le Liban, c'est important le Liban. Des nouveaux accords de coopération sont également conclus, donc on a quand même un travail, une tentative de coopération. Et la DGFiP a été élue l'année dernière à la présidence de l'Organisation intra-européenne des administrations fiscales, ce qui est relativement important et ce qui a permis un certain nombre d'échanges et d'informations. Alors, dans cette nuit fiscale et dans cette inefficacité des conventions internationales, je voulais quand même saluer les initiatives d'un certain nombre de régions françaises et leur volonté, en tous les cas, d'agir avec plus de transparence. Le 17 juin 2010, l'Île-de-France a été la première région française à prendre une délibération contre les paradis fiscaux, suivie d'ailleurs par l'Alsace. La région a voté une mesure contraignante qui introduit une transparence avec un reporting par pays, qui est une mesure que nous réclamons à corps et à cri pour les entreprises. Un reporting par pays pour les banques avec lesquelles elles travaillent. Ce reporting est de nature à connaître la réalité des activités et de savoir si sa contribution fiscale est juste au regard de la richesse qu'elle produit. Monsieur le ministre, vous et moi venons de Basse-Normandie, où de ce point de vue-là, tout reste à faire. Nous pourrions travailler sur notre terrain ensemble de ce point de vue. Quant à l'audition du directeur des douanes, monsieur Jérôme Fournel, lors de notre commission d'enquête, il a relevé à plusieurs reprises, 2 points, je cite, « Nous manquons d'outils juridiques de prévention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Notre meilleure arme reste encore une coopération qui n'est pas toujours au rendez-vous. Une seule certitude, la multiplication des conventions n'y changera pas grand-chose. C'est utile pour limiter les cas de double imposition, pas pour endiguer les flux financiers colossaux mis en évidence notamment par l'offshore leak. » En revanche, je crois fermement que notre droit n'est pas encore épuisé et, Monsieur le Ministre, je pense que nous pourrions travailler à une direction qui me semble faisable et importante, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Commençons par balayer devant notre porte. Nous pourrions, à notre petite échelle, modifier notre règlement
de manière à donner davantage d'importance à l'examen en séance publique des conventions internationales. Nous les examinons, je le sais puisque je suis à la Commission des Affaires étrangères, nous les examinons en procédure simplifiée, en quelques secondes, sans étude d'impact. Et je crois que de ce point de vue-là, nous pourrions revoir complètement le fonctionnement de l'examen de ce type de convention de façon systématique. Je crois que ce n'est pas un très gros travail. Notre Assemblée a quand même un peu de temps libre, si j'en juge par l'ordre du jour chaotique que nous avons eu la semaine dernière, où par exemple mardi, nous n'avons pas du tout siégé, nous aurions pu examiner quelques conventions internationales. Il est également apparu au cours de nos travaux qu'il fallait améliorer évidemment la formation et les échanges. Je crois que de ce point de vue-là aussi, nous avons du travail à faire et que la marge de progression est quand même extrêmement importante. Et pour conclure, Monsieur le Ministre, je voudrais vous poser 3 questions. L'une de notre collègue Jean-Claude Merceron, sénateur de Vendée, qui m'indique que certaines des entreprises de sa région ont des problèmes avec le Pérou, où semble-t-il il n'y aurait pas de convention de double imposition ou d'évitement de double imposition. La deuxième chose a été vaguement évoquée par Madame Beaufils tout à l'heure et je le reprends. Je rentre d'une mission dans les pays du Golfe, que je connais un peu. Il semblerait que la convention fiscale qui nous lie au Qatar mettrait nos amis qataris dans une meilleure situation fiscale que la convention qui lie la France aux Émirats arabes unis. Est-ce que vous pourriez, de ce point de vue-là, me donner quelques explications sur la différence de traitement de ces 2 pays voisins et amis dans nos accords? J'en aurais terminé, Monsieur le Ministre, en disant que le Sénat travaille sur ces questions, que naturellement vous nous trouverez tous unis à vos côtés pour ce sujet important, non seulement pour notre morale, mais aussi pour améliorer le sort de nos finances publiques qui en ont bien besoin. Je vous en remercie. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat demandé par nos collègues du groupe CRC est d'une actualité brûlante, bien qu'il ait été demandé avant la succession d'affaires d'évasion fiscale qui ont récemment ébranlé la France et le monde. Ces nouvelles affaires ont éclaté avec d'autant plus de violence qu'elles reflètent en réalité un problème récurrent, très loin d'être résolu malgré les soi-disant progrès réalisés ces dernières années, celui de la fraude et de l'évasion fiscale, facilité par l'existence de juridictions où règne la plus grande opacité et où le niveau d'imposition est extrêmement faible, voire nul. Comment ne pas s'interroger aujourd'hui sur l'efficacité et même sur l'utilité des conventions fiscales qui étaient jusqu'à présent l'un des principaux piliers de la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Quand le ministre français de l'économie affirme que c'est notamment la convention fiscale avec la Suisse qui ne lui a pas permis d'obtenir des informations concernant une affaire récente. Il faut reconnaître que la Suisse est un assez mauvais élève en matière d'application des conventions fiscales prévoyant l'échange de renseignements. C'est bien dans l'application effective de ces accords que réside le véritable obstacle à la transparence. Le mot est lâché, mais souvent il ne convainc personne. En effet, ce n'est pas parce que le nombre de conventions fiscales bilatérales a explosé depuis quelques années que l'efficacité de l'échange de renseignements est garantie. On peut se demander même si ce n'est pas le contraire. L'exemple de la Suisse montre bien que la Confédération helvétique n'a jamais renoncé à son sacro-saint secret bancaire, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là. Le rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau de conventions de la France en matière d'échange et de renseignements souligne que demeure un problème dans la coopération administrative avec la Suisse, qui a contesté une part importante des demandes françaises au motif, le mot est très joli, même s'il est difficile à expliquer, qu'elles n'étaient pas vraisemblablement pertinentes. Il faudra qu'on nous explique quand même
Où est la pertinence en la matière? Ce qui traduit, de la part de la Suisse, une application erronée des standards de l'OCDE. Les difficultés de l'échange effectif de renseignements, malgré l'existence de conventions qui sont bien réelles et surtout bien connues, c'est un fait. Dès lors, comment renforcer l'efficacité des échanges depuis certaines révélations des dirigeants des plus grandes puissances, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou de G20, qui ont tous la même priorité, l'échange automatique d'informations. Voilà donc l'antidote tant attendu contre les maux que sont l'évasion et la fraude fiscale. Les États-Unis ont montré le chemin avec une loi qui leur permettra bientôt d'imposer unilatéralement à tous les établissements financiers du monde de transmettre à l'administration américaine toutes les données sur les comptes de mouvement de fonds et revenus des citoyens américains. Cette loi, combinée à la mise en place en Europe de l'union bancaire, fait chanceler les pays qui, jusqu'à présent, continuaient au sein même de l'Union européenne à s'accrocher à leurs secrets bancaires, le Luxembourg, le Liechtenstein ou encore l'Autriche. Et que dire de la Banque du Vatican, mais il semblerait que ce ne soit pas un refuge très sûr pour gagner beaucoup d'argent. Garantir l'échange automatique d'informations au niveau mondial, comme semble le souhaiter le G20, si l'on en croit les déclarations faites à Washington la semaine dernière, serait donc certainement un grand pas en avant dans la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Pourtant, ce ne sera pas suffisant. En effet, si l'échange automatique d'informations parvient à être établi, encore faudra-t-il que l'administration fiscale dispose des moyens suffisants pour traiter efficacement cette masse d'informations. Or, comme l'a souligné l'excellent rapport de nos collègues de la commission d'enquête, les moyens humains et matériels de notre administration fiscale doivent être confortés. En effet, selon la Cour des comptes, les agents de la DGFiP qui travaillent dans les services de contrôle sont aujourd'hui sous-dotés en effectifs par rapport aux services de gestion. De plus, seuls 1100 vérificateurs sont affectés dans les 3 directions nationales spécialisées dans la fraude complexe ou internationale. Or, si le premier obstacle à la lutte contre l'opacité que symbolisent les paradis fiscaux est sans doute l'absence d'échange d'informations suffisantes et pertinentes, un autre obstacle est tout aussi important, réside dans la capacité des administrations fiscales à analyser les informations, à réaliser les contrôles nécessaires, mais aussi à s'adapter à la multiplicité des formes de fraude et aux innovations permanentes dans ce domaine. En ce sens, le rapport de la commission d'enquête soulignait déjà l'importance de rendre l'administration en mesure de répondre aux nouveaux enjeux de l'évasion fiscale. Le rapport fait d'ailleurs plusieurs propositions très intéressantes en ce sens. Mieux former les contrôleurs fiscaux, notamment au regard de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont devenues le vecteur important de la fraude, ou encore créer un corps interministériel d'informaticiens enquêteurs en mesure de traiter la variété des fraudes ou des montages d'optimisation fiscale. Enfin, bien que les récentes déclarations du G20 sur l'échange automatique d'informations soient encourageantes, je crois que le passé nous invite à faire preuve d'une plus grande prudence plutôt que de tomber dans un enthousiasme béat. On se souvient encore du G20 de Londres en 2009 et des déclarations tonitruantes de notre président de la République de l'époque qui affirmait pleinement satisfait, les paradis fiscaux, les secrets bancaires, c'est terminé. On sait ce qu'il en est. On nous présentait en effet à l'époque la mise en place des fameuses listes grises et noires de l'OCDE comme une avancée majeure dans la lutte contre les paradis fiscaux. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Immédiatement après l'établissement de ces listes, les États ou territoires dits non coopératifs ont pu sortir de la liste noire dès lors qu'ils avaient signé au moins 12 conventions fiscales prévoyant l'échange de renseignements respectant les standards du modèle OCDE. Quoi de plus facile pour un paradis fiscal de conclure avec ses semblables ou avec des États type territoire du Groenland, où on aura bien entendu tous les renseignements voulus. Cette douzaine d'accords d'échange de renseignements pouvant ainsi, aux yeux de certains, apparaître comme quelque chose de tout à fait normal. La liste des paradis fiscaux, ou plutôt d'États et territoires non coopératifs, puisque c'est le terme officiel, se sont donc rapidement vidés.
En France, chaque État qui signe aujourd'hui une convention d'échange de renseignements avec notre pays sort de facto de la liste des États et territoires non coopératifs. Bien sûr, il peut théoriquement y être rétabli dès lors que l'échange d'informations n'est pas effectif. Mais combien de fois ce cas de figure de rétablissement des paradis fiscaux sur la liste française s'est-il présenté? J'espère, Monsieur le Ministre, que vous pourrez nous donner des réponses à ce niveau. Donc, méfions-nous des déclarations dithyrambiques sur la fin de l'évasion fiscale et saisissons-nous des propositions concrètes qui existent au niveau européen pour permettre de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi contre la concurrence fiscale déloyale. Le serpent de mer qu'est la révision de la directive épargne, si elle aboutit, pourrait par exemple constituer une grande avancée. Tout en continuant de plaider, d'être force de proposition au niveau international pour la transparence fiscale, agissons dès aujourd'hui de façon coordonnée avec nos partenaires européens pour montrer l'exemple. Le groupe RDSE soutiendra le gouvernement dans toutes les actions concrètes pour lutter efficacement et au quotidien contre la fraude et l'évasion fiscale. En ce sens, Monsieur le Ministre, il me semble, comme cela a déjà été souligné, que la cinquantaine de propositions issues du rapport sénatorial de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France serait une source d'inspiration bienvenue pour le gouvernement. J'ajouterai qu'il ne faut pas négliger l'homme de la rue. Si on l'interroge, pour l'instant, il ne croit jamais à la transparence en matière d'évasion fiscale. Seuls, peut-être, les eurocrates de Bruxelles qui, convaincus de leur savoir, nous feraient croire que cette transparence existe, mais il faut dire que, gravatés comme des notaires de province et ressemblant à des plantes de serre, ils ne sont pas forcément d'une grande efficacité, car on a surtout besoin de chaînes de plein vent dans cette bataille qui sera extrêmement rude. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur André Gattolin, groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant d'entamer mon propos, je voudrais tout d'abord remercier le groupe CRC, en particulier le sénateur Bocquet, pour avoir demandé l'inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée, cette discussion quant à efficacité ou non, des conventions fiscales internationales. Il s'agit là d'un sujet qui prend un relief tout particulier au regard de l'actualité, et il est plus que temps que les pouvoirs publics et la représentation nationale s'en préoccupent sérieusement. Les notions que ce débat mobilise sont en effet structurantes dans notre vision du monde et le fonctionnement de nos États. Les enjeux de fond qui s'y rattachent concernent la solidarité au niveau des nations et entre les nations elles-mêmes, la bonne gouvernance, l'équité internationale et la juste imposition, pas moins. Et leur méconnaissance a malheureusement occupé dans un passé récent une place prépondérante dans la marge du monde, ou plutôt devrais-je dire ses titubations. Il n'est donc que trop temps de nous en emparer, comme d'ailleurs le Président de la République et le gouvernement semblent aujourd'hui déterminés à le faire. Je ne reviendrai pas sur la définition de ces conventions fiscales ou sur les politiques qui ont été mises en place jusqu'à aujourd'hui à leur égard. Les orateurs précédents s'y sont d'ailleurs brillamment attachés. Mon propos visera simplement à replacer cette question dans un cadre un petit peu plus large. C'est en effet une réalité largement admise aujourd'hui. Le système de convention fiscale que nous connaissons a quelque chose de singulièrement absurde lorsqu'il s'agit de lutter contre la fraude fiscale et d'assurer un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'économie et de la société. Les grandes entreprises et les particuliers les plus aisés se jouent à merveille de la division des tâches opérées par les places financières pour répartir au mieux leurs actifs, leurs passifs, leurs activités réelles et leurs importations fictives. Mieux, ils le font le plus souvent en respectant la légalité. Et tant que nous réfléchirons comme cela a été fait jusqu'à présent, ceci ne changera pas. Dans cette affaire, l'Europe, l'Union européenne, s'est montrée trop souvent éloignée et s'est soustraite au rôle qui devait être le sien.
Certains de ces États pratiquent en effet un dumping fiscal acharné. Certains de ces territoires sont des paradis fiscaux à part entière, de même que plusieurs de ses partenaires commerciaux. L'île de Jersey, la Suisse, l'Autriche, la City de Londres, le Luxembourg ou Chypre. Nombreuses sont ces places financières qui entretiennent ou entretenaient encore récemment, pour les unes l'opacité, pour les autres la dérégulation du secteur financier. Du fait de la règle de l'unanimité qui prévaut en matière fiscale, l'Union européenne n'a toujours pas su se doter de règles harmonisées en la matière. Quand elle avance, comme pour le texte sur l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés ou encore sur la TVA appliquée aux produits vendus sur Internet, elle le fait à pas extrêmement ralentis et parfois de manière anachronique. Faut-il rappeler ici, et notamment au sénateur Marini, les effets de ces disparités sur les libraires et autres disquaires quand ils se trouvent concurrencés par des entreprises opérant via Internet et répartissant leurs filiales de manière à échapper, y compris légalement, à l'impôt? Des soucis du même ordre se font jour quand il s'agit de conclure des accords multiples en matière de commerce bilatéral avec le Canada, les États-Unis, le Japon, et dont l'un des effets sera évidemment d'abaisser encore un peu plus les droits de douane. Ceux-ci sont déjà quasi inexistants entre nos pays et ces partenaires-là. Entre les États-Unis et l'Union européenne, les taux de douane sont en moyenne de 4%. Alors je pose cette question, a-t-on besoin d'affaiblir encore les finances de l'Union européenne et en particulier ses ressources propres quand nul n'ignore que la puissance publique manque cruellement de moyens? Alors Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'Europe a trop longtemps manqué d'ambition et de cohérence en ces domaines. La preuve en est que des pays comme le Luxembourg ou l'Autriche ont sans doute davantage évolué sous le coup de boutoir des États-Unis que par solidarité avec leurs partenaires. Pire, la France elle-même a traîné les pieds et s'est montrée très en retard sur la réflexion autour de la lutte contre les paradis fiscaux ou au sujet des nouvelles formes de fiscalité. Nos difficultés actuelles à parler d'une fiscalité du numérique digne de ce nom témoignent de ce second point. Les écologistes se félicitent donc des annonces récentes du président de la République qui visent notamment à établir un échange automatique des informations bancaires ou la mise en place d'une comptabilité détaillée, circonstanciée pays par pays, non seulement pour les banques, mais aussi pour les autres grandes entreprises. Nous avions d'ailleurs nous-mêmes proposé de telles mesures dans nos amendements sur la loi bancaire qui furent dans un premier temps en partie repoussés, tant la pression de certains établissements financiers qui disaient craindre pour leur compétitivité avait été forte. Publication de la nature de l'activité des filiales et de leurs effectifs, publication des chiffres d'affaires et de leurs bénéfices, des impôts qu'elles paient et des subventions qu'elles reçoivent partout dans le monde, ces dispositions sont celles seules qui permettent de déceler et de lutter contre les abus, les incohérences et les dérives dues à l'excès de globalisation et de financiarisation de l'économie. Surtout, elles rencontrent aujourd'hui un soutien croissant. L'OCDE, qui y a longtemps été hostile, semble en ce moment opérer sa conversion. Le G20 a, le week-end passé, appelé de ses vœux à faire de l'échange automatique d'informations le standard international. Notre ministre de l'économie, qui était à ce G20, a récemment réclamé, avec plusieurs de ses collègues européens, que la législation de l'Union évolue pour se rapprocher des nouvelles politiques américaines en la matière. C'est dire que le contexte aujourd'hui semble porteur, encourageant, et que nous avons là une opportunité d'agir comme jamais jusqu'à présent. C'est donc logiquement sur l'importance de ne pas gâcher cette opportunité que je conclurai mon propos. Monsieur le ministre, vous avez été sur ces sujets-là le soutien entier et résolu des écologistes impliqués depuis de nombreuses années dans ces questions, pour aller aussi loin que possible. Nous savons que le gouvernement se veut ambitieux en la matière. Nous savons aussi que beaucoup de choses dans le passé ont été promises et que fort peu de concrètes ont été réalisées. Nous espérons que la France se fera aussi bruyante que nécessaire au sein des institutions européennes et multilatérales pour faire avancer ces préconisations. Nous espérons aussi que les moyens législatifs que vous nous proposerez, les sanctions que vous envisagerez pour les contrevenants, les propositions que vous ferez pour révolutionner la fiscalité française, européenne et internationale seront à la hauteur des enjeux. Je vous remercie.
Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Philippe Marigny pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous saluer, Monsieur le Ministre, puisque, si je ne me trompe, c'est votre première présence en séance publique au Sénat au titre de vos nouvelles fonctions. Je voudrais aussi rendre à mon tour hommage à l'initiative du groupe CRC qui nous a proposé l'organisation de ce débat. Et ceci est particulièrement opportun alors qu'une nouvelle commission d'enquête va débuter ses travaux au sein de notre Assemblée. Ceci doit aussi permettre, je l'espère, au gouvernement de nous faire part de l'état des discussions internationales et en particulier du contenu du G20 de la semaine dernière. Comme chacun le sait, la Commission des finances s'intéresse de près aux conventions fiscales. Elle traite au fond les projets de loi de ratification. Et la tradition, depuis nos anciens collègues Adrien Goutheyron et Nicole Bricq, jusqu'à aujourd'hui Michel André, est d'approfondir la recherche autant qu'il est possible afin que l'ensemble des membres de la Haute Assemblée soient éclairés sur les enjeux. Notre commission est bien placée pour mesurer, je voudrais le dire en premier lieu, l'ampleur du changement de braquet de la politique conventionnelle de la France au cours de ces dernières années, tant pour ce qui concerne le nombre de conventions conclues que pour ce qui est du contenu et de l'ambition affichée par ces textes. Et je voudrais dire que ce changement de braquet résulte de l'impulsion qui a été donnée ces dernières années par le président Sarkozy. Je me réjouis que cette impulsion soit reprise par le gouvernement actuel. En effet, à l'automne 2008, lorsque la crise financière a éclaté et alors que Nicolas Sarkozy présidait le Conseil européen, il a su agir pour que le G20 se mette en place, soit efficace, puis pour mettre à l'ordre du jour du G20 de Londres la lutte contre les paradis fiscaux, bancaires et judiciaires. Et c'est dans la foulée de cette action internationale que le modèle de convention de l'OCDE, qui dormait dans les cartons ou dans les greniers du château de la Muette depuis des années, s'est imposé comme le standard mondial. Désormais, le Forum mondial de l'OCDE veille, en principe, à ce que les engagements que les États ou territoires ont pris afin de sortir des listes noires ou grises de l'organisation, veille à ce que ces engagements soient bien suivis d'effet. En conséquence, la France a depuis 2009 conclu ou révisé ses conventions avec 28 États ou territoires, dont par exemple Andorre, la Suisse, nous en reparlerons, le Liechtenstein ou l'île de Jersey. Et ceci afin de conformer ces textes au modèle de l'OCDE qui interdit, je le rappelle, à la partie requise de s'abriter derrière le secret bancaire pour refuser de répondre à une demande individuelle. Les progrès sont donc réels par rapport à la situation qui prévalait avant 2009. Au demeurant, je me réjouis que l'actuel gouvernement ait conservé le même cap en soumettant à la ratification du Parlement plusieurs nouvelles conventions avec les Philippines, Oman, Aruba, par exemple, elles aussi calquées sur le modèle OCDE. Maintenant, je voudrais, après ce rappel, mettre l'accent sur notre préoccupation permanente, qui est non seulement l'existence des accords, mais l'effectivité de leur mise en œuvre.
notre commission des finances n'a jamais fait preuve d'une naïveté béate face à la réalité. Les rapports et les débats de notre Assemblée sont là pour démontrer notre volonté de ne pas nous contenter de mots, fussent-ils écrits dans des conventions, mais de veiller à la réalité, à l'application effective des nouvelles dispositions conventionnelles. Et j'en donnerai simplement quelques exemples. Lors de l'examen de la dernière loi de finances rectificative pour 2009, au sein de laquelle fut créée la notion d'État ou territoire non coopératif, j'avais défendu, en qualité de rapporteur général et avec le président Jean Arthuis, un amendement dont l'adoption aurait abouti à l'inscription de la Suisse parmi les États et territoires non coopératifs. Nos voisins ayant alors choisi de suspendre le processus de ratification de l'avenant à la Convention franco-suisse en raison de l'affaire évoquée tout à l'heure et du listing HSBC. Il est d'ailleurs dommage que nous n'ayons pas été suivis à l'époque. À la fin de 2011, considérant que le Panama n'avait pas la capacité juridique de mettre en œuvre la Convention avec la France, notre rapporteur général de l'époque, Nicole Bricq, nous avait incité à rejeter l'avenant, provoquant ainsi, ce qui est une rareté, une CMP sur une convention fiscale, nous ayant permis de siéger dans la salle de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale, c'est cette commission qui rapporte au fond et non pas la Commission des finances. Et plus récemment, les rapports de Michel André, je le souligne à nouveau, rappellent que s'il est possible de retirer un État de la liste des non coopératifs, il est également possible de l'y remettre s'il ne respecte pas ses engagements. À partir de là, de cet état des lieux, comment aller plus loin? Que faire à présent que nous disposons de quelques années de recul sur les premières conventions négociées ou renégociées à la suite du G20 de 2009 et tandis que l'enquête dite Offshore Leaks d'un réseau de journalistes internationaux a bien montré que les paradis fiscaux demeurent une réalité quotidienne. Première piste que je voudrais évoquer avec vous, développer l'échange automatique, ce qui signerait véritablement la fin du secret bancaire. La France, nous le savons, plaide depuis longtemps en faveur d'une systématisation de l'échange automatique. Les positions du précédent gouvernement dans le cadre de la renégociation de la directive épargne ont été heureusement reprises à son compte par le gouvernement actuel. Avec 4 autres États, notre gouvernement vient par ailleurs de lancer un appel au commissaire européen Šemeta, chargé de la fiscalité, en vue de la mise en place en Europe d'un dispositif inspiré du FATCA américain que nous irons analyser, du moins sur lequel nous tâcherons de nous documenter lors du prochain déplacement du bureau de la Commission des finances aux États-Unis. Il serait utile que le ministre nous en dise un peu plus à ce sujet. Mais en tout état de cause, il semble que les choses bougent un peu en Europe et, à cet égard, le Conseil européen du 22 mai pourrait être, sans doute nous le direz-vous, Monsieur le ministre, une étape importante. Deuxième piste, il convient tout simplement de mieux utiliser les outils existants. Et je ferai une allusion légère à l'actualité récente et à un dossier bien connu, très médiatisé, et qui m'a amené à m'intéresser de près au fonctionnement concret de 2 conventions fiscales, celle avec la Suisse et celle avec Singapour. Et ceci me servira d'exemple pour étayer mon propos. Tout d'abord, la convention franco-suisse, qui est symbolique à bien des égards et dont le dernier avenant est entré en vigueur le 4 novembre 2010. Je relève que le dernier jaune budgétaire sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements, annexé au projet de loi de finances pour 2013,
comprend des passages critiques sur la qualité de notre coopération avec la Suisse. Notre pays avait, au 31 décembre 2011, adressé 98 demandes d'assistance administrative à la Confédération helvétique et n'avait reçu à la même date que 55 réponses. Ce taux conduit à s'interroger sur le délai de réponse des autorités suisses, mais ne donne pas d'indication quant à la qualité des réponses reçues. Il semble bien qu'un nombre significatif de demandes soit jugé non pertinentes par notre voisin. Pourtant, il est désormais bien connu, puisqu'on en a parlé il y a quelques jours, que l'avenant franco-suisse a été complété, ce qu'avait relevé d'ailleurs Adrien Goutheyron devant notre Assemblée, complété le 11 février 2010 par un échange de lettres entre les directeurs d'administration fiscale permettant d'interroger les Suisses, même lorsque l'on ne connaît pas avec certitude la banque concernée. Et je m'interroge toujours sur les raisons pour lesquelles il semble bien que nous n'utilisions pas pleinement cette faculté. Quoi qu'il en soit, s'agissant de la Suisse, la question qui se pose est la suivante. Sommes-nous, Monsieur le ministre, à l'aube d'une nouvelle ère de la coopération franco-suisse, ou bien les difficultés identifiées dans le jaune budgétaire à l'automne dernier subsistent-elles? Un cas récent a permis de montrer que les autorités suisses pouvaient répondre de manière rapide et constructive. Un nouveau test important nous permettra de nous faire une idée du niveau réel de collaboration avec notre partenaire suisse. Selon la presse, en effet, la France a effectué des demandes d'assistance administrative concernant quelques 353 contribuables qui auraient été démarchés par la banque UBS. De manière plus générale, il est important, me semble-t-il, pour les parlementaires qui ne peuvent participer aux discussions entre administrations fiscales, de mieux comprendre les difficultés concrètes auxquelles se heurte inévitablement la Direction générale des finances publiques. J'ai le sentiment que certains États limitent leur assistance à la simple confirmation des informations obtenues par les services français, qui doivent recueillir par eux-mêmes des données très détaillées avant de pouvoir espérer des réponses. Sans verser dans la naïveté, on aurait pu penser que, eu égard au discours public des gouvernements et à l'intérêt de contenir l'évasion des capitaux, les autorités des pays bénéficiaires des mouvements contribueraient à l'analyse des mouvements suspects. Par exemple, lorsqu'un même établissement bancaire procède à des transferts massifs de comptes depuis un pays dans lequel les règles sont sur le point de se durcir. Je souhaiterais connaître votre analyse sur ces sujets, Monsieur le ministre. Ne pensez-vous pas aussi qu'il faudrait, même si la France est déjà aux avant-postes, toujours plus stimuler notre réseau conventionnel afin de faire comprendre aux États requis le principe de proportionnalité, derrière lequel ils s'abritent souvent pour justifier leur peu d'empressement à diligenter des recherches, mais ce principe ne doit-il pas aussi valoir pour la requête, qui ne peut pas toujours être d'une extraordinaire précision? En cas de refus trop fréquent d'un partenaire qui ne permettrait pas une application satisfaisante de notre loi fiscale, malgré la conclusion d'une convention, ne devrions-nous pas être en mesure de solliciter le Forum mondial pour qu'il procède à une nouvelle investigation? Ne devrions-nous pas aller jusqu'à assumer l'inscription ou la réinscription de l'État concerné sur notre liste des États et territoires non coopératifs? Et je termine par la dernière piste. Renforcer le contrôle démocratique. La souveraineté fiscale de nos États est aujourd'hui menacée, on le sait, plusieurs d'entre vous l'ont dit très justement, par les pratiques à la fois illicites et immorales d'évasion fiscale, mais aussi par la manipulation de leur base d'imposition par les grandes entreprises. Une bonne information des citoyens et du Parlement est essentielle. À cet égard, Monsieur le ministre, le jaune sur les conventions fiscales annexées au projet de loi de finances me paraît toujours un peu maigre. Il doit, à minima, être enrichi de données qualitatives sur le caractère satisfaisant ou non des réponses adressées à la France par chaque pays partenaire. Je regrette d'autre part que l'annexe au projet de loi de finances, dans laquelle doit être présenté un bilan annuel des contrôles effectués par l'administration fiscale, annexe créée par la loi de finances initiale pour 2011, n'ait toujours pas été publié. Un tel document fournirait pourtant au Parlement, Monsieur le ministre, des informations précieuses, notamment sur les demandes de documentation
procédures et contrôles concernant la manipulation des prix de transfert. Et c'est un enjeu essentiel sur lequel j'insiste à mon tour. Il ne s'agit là évidemment que de quelques pistes en préambule des travaux qui s'annoncent très riches et que vont conduire dans les semaines qui viennent à nouveau nos collègues Éric Bocquet et Philippe Dominati. Je leur adresse par avance, ainsi qu'à tous ceux qui s'associeront à leurs efforts, tous les encouragements de la Commission des finances et vous remercie de votre attention. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Michèle André pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en tant que rapporteur au nom de la Commission des finances de plusieurs projets de loi ratifiant des conventions fiscales et des accords d'échange de renseignements, j'ai été amené à analyser en détail ces instruments. Bien évidemment, je n'ai pas ici la prétention d'en savoir autant que nos collègues qui ont travaillé au sein de la Commission et je remercie Éric Bocquet d'avoir ce soir posé la question ici dans cet hémicycle. Mais je voudrais rappeler que la politique conventionnelle française s'inscrit dans le cadre multilatéral mis en place par l'OCDE. Et j'ai bien entendu les critiques qui arrivent ce soir sur cet organisme OCDE. Mais faut-il rappeler ce que son directeur, M. de Saint-Amand, disait à l'un de nos collègues en commission des finances il y a quelques jours, devant sa critique. Notre collègue Jean Germain lui avait fait la remarque de quelque chose satisfaisant intellectuellement sans doute et politiquement dérangeant. Il lui avait dit qu'ils étaient un outil au service des politiques et qu'il était utile que nous nous emparions, nous les politiques, de cet outil, y compris pour le réformer, mais j'y reviendrai. Vous permettrez donc que je vous refasse un tout petit peu l'historique, peut-être, pour nos collègues. Dès 2000, en effet, l'OCDE a publié une première liste des paradis fiscaux. Rappelons les caractéristiques d'un paradis fiscal. C'est un État ou un territoire dans lequel les impôts directs sont insignifiants ou inexistants, où les activités économiques substantielles sont rares et où il n'y a pas de transparence sur le régime fiscal ni de transmission de renseignements aux administrations fiscales des autres pays. En 2002, un modèle de convention sur l'échange de renseignements en matière fiscale avait donc été élaboré au sein de l'OCDE. Il s'agissait alors de s'accorder sur des standards internationaux en matière d'échange des renseignements afin de lutter contre les pratiques dites dommageables. Ces standards définis, ils ont trouvé leur place à l'article 26 du modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune de l'OCDE adopté en 2008, ce modèle couvrant un champ plus large que le seul échange d'informations. Selon ces accords, les pays s'engagent à échanger sur demande des informations en matière fiscale. Les pays requérants doivent uniquement démontrer la pertinence prévisible de sa demande, c'est la notion de renseignement vraisemblablement pertinent, qui vise à empêcher les États d'aller à la pêche aux informations. Et c'est un sujet que l'actualité a mis en valeur et nous y reviendrons sans doute. Cependant, il a fallu attendre le G20 de Londres en 2009, dont notre collègue Marini reprenait le référentiel, pour que la communauté internationale s'engage véritablement à lutter contre les pratiques fiscales dommageables en renforçant la coopération. Ainsi, en 2009, l'OCDE a publié 3 listes de juridictions en fonction de leur degré de transparence en matière fiscale. La liste noire recensait les États n'ayant pris aucun engagement en termes d'échange de renseignements. La liste grise regroupait les États s'étant engagés à signer de tels accords. Enfin, les pays ayant signé plus de 12 accords figuraient sur la liste blanche. Dans le cadre national également, il suffisait à un pays de signer plus de 12 accords pour ne plus être présent sur la liste des États et territoires non coopératifs. Consciente du fait que le critère formel de la signature de 12 accords ne suffisait pas à rendre effective la coopération, l'OCDE a prévu des modalités de contrôle des 10 accords. Ainsi, depuis 2010, le Forum mondial de l'OCDE examine l'engagement à coopérer des 105 États membres au regard des standards internationaux. Cet examen, conduit par d'autres pays membres, comprend 2 phases. La première analyse le cadre normatif de l'État, tandis que la seconde dresse le bilan qualitatif et quantitatif de la mise en application des accords. Il s'agit donc bien d'un contrôle de l'effectivité de la coopération.
C'est dans ce cadre que je souhaitais rappeler que s'inscrit la politique conventionnelle de la France depuis 2009. La Commission des finances du Sénat, qui est compétente au fond pour examiner les conventions fiscales, a toujours été attentive aux observations et recommandations formées par les CDE, notamment dans le cadre de la phase d'analyse du système juridique du pays. Ainsi, après avoir constaté que le Panama ne satisfaisait que 3 des 10 critères de transparence définis par le Forum mondial, notre collègue Marini a fait référence, Nicole Bricq, qui était à l'époque notre rapporteur général, a proposé de rejeter cette convention fiscale entre la France et ce pays. En outre, j'ai souligné à plusieurs reprises que la ratification ne peut être assimilée à un blanc-seing. Dans le cas où l'échange de renseignements ne serait pas effectif, l'État ou le territoire concerné doit être réintégré à la liste française des États non coopératifs. Il est primordial que le gouvernement tienne pleinement compte de l'effectivité de l'échange d'informations lors de la prochaine révision de la liste de ces États. Cette expérience au sein de l'OCDE, si elle demeure insuffisante, nous invite à penser que le fatalisme ne doit pas être de mise. Dans ce domaine, un engagement politique fort et partagé au niveau international permet d'avancer. La ratification de conventions fiscales comprenant une clause d'échange de renseignements conforme aux standards internationaux constitue donc un préalable indispensable pour lutter contre l'évasion. Certes, il convient d'aller plus loin. Les listes noires grises se sont peu à peu vidées de leur contenu à mesure que les États développaient leur politique conventionnelle, et c'est aujourd'hui d'ailleurs l'objet de la critique qui est adressée à l'OCDE. Mais la preuve que ces listes ont fonctionné, c'est justement qu'elles sont vides à présent. Les États se sont engagés à coopérer. Désormais, et cela a été prévu en 2009, il s'agit de vérifier l'effectivité des échanges et de veiller ainsi au respect des conventions fiscales. Je voudrais également souligner le fait que le bilan au niveau national de l'échange de renseignements en matière fiscale n'est pas à la hauteur des enjeux. En 2011, l'administration fiscale française a adressé seulement 1922 demandes de renseignements. Sans doute le renforcement des moyens humains et technologiques de l'administration fiscale, comme annoncé par le gouvernement, permettra-t-il de faire progresser le nombre et la qualité des informations échangées. Néanmoins, la faiblesse de ce chiffre met en évidence l'avantage que pourrait avoir un système automatique d'échange de renseignements pour renforcer l'efficacité de notre politique de lutte contre l'évasion fiscale. En plus de la poursuite des travaux au sein de l'OCDE, toutes les mesures renforçant la transparence en matière fiscale doivent être mobilisées. Il faut se féliciter des avancées permises par le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, actuellement en cours d'examen par le Parlement. Désormais, les banques devront publier chaque année la liste de l'ensemble de leurs filiales, pays par pays. Pour chaque filiale, elles devront indiquer la nature des activités, le produit net bancaire, les effectifs employés, les bénéfices avant impôt, les impôts acquittés et les subventions publiques reçues. Cette mesure sera également mise en œuvre au niveau européen. Grâce à ces informations, nous pourrons détecter les transactions effectuées dans des paradis fiscaux. Ainsi, une fenêtre de tir politique se présente ce printemps à nous. Certains pays, jusqu'alors réticents, sont aujourd'hui prêts à s'engager plus loin dans la lutte contre l'évasion fiscale. Nous devons saisir l'opportunité qui s'offre à nous pour faire davantage contre l'évasion fiscale qui prive nos États de recettes dont ils ont besoin plus que jamais. Notre collègue Marie-France Beaufils y faisait allusion très clairement. Je pense en particulier à l'instauration d'un système européen d'échange de renseignements inspiré de la législation américaine appelée FATCA. La législation FATCA entend lutter contre l'évasion fiscale des contribuables américains détenant des avoirs ou percevant des revenus via des comptes ouverts en dehors des États-Unis. Pour cela, les institutions financières étrangères devront transmettre aux autorités américaines les informations sur les comptes bancaires détenus par les contribuables américains. Les banques devront également prélever une retenue à la source de 30% sur les revenus des personnes dites récalcitrantes. Enfin, elle prévoit un reporting annuel indiquant les noms, numéros d'identification fiscaux et les avoirs des clients américains. En février 2012, plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont signé avec les États-Unis une déclaration où ils se sont engagés à développer une approche commune pour la mise en œuvre de FATCA. Les échanges devraient ainsi se faire sur une base réciproque, passer par les administrations fiscales nationales, notamment afin de respecter les obligations de protection des données personnelles. Nous ne devons pas non plus l'oublier. Si les conditions de mise en œuvre précises de cet engagement n'ont pas encore été arrêtées, cette initiative constitue un premier pas vers la constitution d'un modèle commun d'échange automatique de renseignements. Toutefois, retenons bien que le modèle n'est peut-être pas totalement appliqué au niveau européen. En effet, le principe de la résidence
et non de la citoyenneté qui prévaut en Europe en matière fiscale. L'administration fiscale française ne peut donc pas s'intéresser aux revenus perçus par les Français résidant fiscalement dans un autre pays. Pourtant, la réforme américaine peut être source d'inspiration pour l'Europe et je ne doute pas que nous trouverons à nous en inspirer. Je me félicite à cet égard de la lettre conjointe adressée à la Commission européenne par le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, avec ses homologues britanniques, allemands, espagnols et italiens, et afin de mettre en place un projet multilatéral d'échange automatique de renseignements inspiré de l'initiative américaine. Le Conseil européen du 22 mai prochain constituera une étape importante dans la définition d'une véritable politique européenne de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer le message qu'emporte porter la France lors de ce sommet? Quelles démarches ont été entreprises pour convaincre nos partenaires de l'urgence d'agir en matière de lutte contre l'évasion fiscale? Au niveau international et national, nous avons su développer des outils. Ils doivent être renforcés, complétés, en particulier au niveau de l'Union européenne. Il est de notre responsabilité, gouvernement et Parlement, de transcrire cette volonté politique en actes et nous devons le faire. Je vous remercie de votre attention. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Philippe Dominati pour le groupe UMP. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat sur l'efficacité des conventions fiscales internationales s'inscrit, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, dans le cadre de la réflexion approfondie qui a été engagée au Sénat sur l'évasion fiscale, suite notamment au rapport de notre collègue Éric Bocquet.